Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Les deux invités que j'ai aujourd'hui, c'est pas la première fois que je les interviewe. Il se trouve que la première fois que j'ai participé à une interview, c'était il y a 15 ans, sur une radio qui s'appelait Radio Panique, avec Fred Peters, Fabrice Fortebo et Pierre Cros. On avait une émission qui s'appelait Good Morning Stallman, auquel on participait. Et un jour, 14 janvier 2009, nous avons reçu nos invités, Nicolas Evrard et Cédric Krier. On les a reçus tous les deux pour présenter ce qui était à l'époque, je pense, une des premières interviews de Triton, donc qui est un ERP open source dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, 15 ans après, normalement, si vous écoutez cet épisode, il doit sortir le 14 janvier 2024, c'est-à-dire 15 ans pile après la première interview. Petite touche humoristique. Et cette idée d'interview m'est venue parce que ça fait longtemps que je voulais parler de fork et faire une série sur ce que c'était que les forks. Et j'ai repensé à cette interview. Et donc, j'ai recontacté Nicolas et Cédric. Ils ont gentiment accepté mon invitation. Donc, j'espère que vous allez bien tous les deux. Oui, on va bien. Oui. J'ai un peu peur qu'on répète ce qu'on a dit il y a 15 ans, mais voilà. Ça fait 15 ans, ça va. Je pense qu'on ne dira pas la même chose, à mon avis. Alors, pour les auditrices et les auditeurs, je mettrai dans les notes du podcast, je mettrai le lien vers l'émission de Good Morning Stallman de 2009. Voilà, pour ceux qui sont motivés, ils pourront aller écouter. La première partie, c'est que je vais vous demander à tous les deux de vous présenter, nous expliquer un petit peu quel est votre parcours, comment vous avez connu le logiciel libre. Bon, je vais y aller moi, je suis plus vieux. Donc, Nicolas Evrard, je suis un développeur Triton. Comment j'ai connu le logiciel libre ? C'est à l'université, dans les années 90, donc ça fait quand même un bail là maintenant. On bossait sur des Unix et à la maison, pour faire les TP, le plus simple c'était d'avoir un Linux. Et donc j'ai installé une Red Hat, si je me rappelle bien, la 5.2. Et puis voilà, puis finalement j'ai mis une Debian et je me suis retrouvé à bosser sur Zope, donc un framework de développement web en Python. Puis une chose en amenant une autre, je me suis retrouvé à faire de l'OpenERP, TinyERP même à l'époque ça s'appelait, qui est devenu OpenERP. Et puis j'ai quitté, c'est devenu Odoo et j'ai rencontré Cédric peu avant de quitter, puisque pour la petite histoire, je faisais les interviews des gens qui rencontraient chez Odoo et j'ai interviewé Cédric. Et il m'a bien plu parce qu'il lisait ses emails par mute. Ce qui est complètement stupide, mais bon, voilà. C'était une façon de trier les gens quand même. À ton tour. Ouais, donc Cédric, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai commencé à connaître le logiciel libre, je pense, pendant aussi mes études. J'ai dû installer une Mandrake à l'époque, que j'avais eu dans un magazine avec des CD. J'ai un peu laissé de côté. J'ai commencé mon parcours professionnel comme développeur dans une société qui faisait un logiciel pour des banques, en COBOL. Je suis resté quelques années là, et puis j'ai switché et j'ai travaillé dans une boîte dans la sécurité, qui faisait des network appliances. Et après ça, j'ai été engagé chez Tiny pour travailler sur TinyERP. Et puis, quelques années après, on a démarré Triton. Et maintenant, on travaille tous les deux chez B2CK, une société qu'on a créée pour le support du logiciel. Je me rappelle très bien de la Red Hat 5.1 ou 5.2. On doit avoir à peu près le même âge. Vous êtes basé en Belgique, vous êtes basé où ? On est à Liège. Tous les deux liégeois. Ok. Alors, maintenant que vous êtes présentés, commençons par introduire Triton. La plupart des gens qui sont là, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent Triton. Donc déjà, c'est un ERP, c'est un logiciel Enterprise Resource Planning, donc c'est un logiciel dont le but est de gérer un peu l'ensemble des process d'une société. Est-ce que vous pouvez nous présenter Triton ? Oui, donc en fait, on a même plutôt tendance, nous, à dire que c'est plutôt un progiciel qu'un ERP. Donc c'est un peu plus large que vraiment les features d'un ERP, donc ça va un peu au-delà. Donc Triton, c'est un logiciel libre qu'on a développé, qui vient initialement d'un fork de TinyERP, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Ses caractéristiques, c'est qu'il est écrit en Python, qui se base sur une base de données Postgres,
qu'il est sur une architecture 3 tiers. Donc on a une partie, un client léger, un serveur qui est le serveur applicatif qui contient la connaissance métier, les process métiers, etc. Et puis la base de données pour le stockage. On a deux clients légers, un client dans le navigateur écrit en JavaScript et un client bureau écrit avec GTK qui est compilé en une application native. Après, les fonctionnalités qu'on a de base, c'est les grosses fonctionnalités qu'on attend d'un ERP: achat, vente, gestion de stock, comptabilité, facturation, production, vente en ligne, plus ou moins. Enfin, il y a moyen de construire. C'est aussi ça qui est dans la philosophie de Triton, c'est que on fournit les briques pour aller plus loin, en fait. Tout est pas intégré. J'imagine les gens connaissent mieux Odoo. Et Odoo, ça vient avec son e-commerce dedans, et avec Triton, c'est plutôt construit sur le côté. On en a d'ailleurs construit quelques-uns. Ouais. Enfin, une des idées d'architecture du logiciel, c'est d'être modulaire, pouvoir activer les modules dont on a besoin et créer des modules si on veut en plus. Et en plus d'être interopérable. Donc on peut l'utiliser, d'être facile à se connecter à d'autres applications, à d'autres solutions. Et donc, entre autres, pour l'e-commerce, on a un module pour se connecter à Shopify. On a un module pour View Storefront. Voilà. Et on a déjà développé plusieurs fois des petits connecteurs pour d'autres e-commerce, WooCommerce, etc. On s'interface donc avec aussi du hardware. On a aussi des solutions de connexion avec des solutions de paiement en ligne. Et on en gère automatiquement plusieurs. On a Stripe et Braintree qui est une filiale de PayPal. Vraiment, l'idée, c'est interopérabilité. J'ajouterais en plus que le projet, cette vision d'interopérabilité a permis qu'il y ait d'autres projets qui sont construits en parallèle à Triton. Et entre autres, il y en a un en logiciel libre qui s'appelle GNU-else, qui est donc un logiciel de gestion d'hôpitaux et de dossiers patients qui se déploie, alors il paraît en Espagne, mais essentiellement dans les pays en voie de développement. On en a vu au Laos, il y en a en Afrique, on sait qu'il y en a aussi en Argentine, au Jamaïque, à Cuba, je pense. Mais je pense qu'il y a des cliniques en Espagne qui l'utilisent. Et il y a aussi un logiciel de gestion d'assurance qui s'appelle Coog, qui est édité par des clients à nous, qui fait donc de la gestion d'assurance et qui se base sur Triton. Et eux, ils ont repris essentiellement la compta, mais rien du tout de la vente, du stock, etc. Fatalement, c'est de l'assurance. Et ils ont construit une centaine de modules qui gèrent des assurances, etc. Autre exemple de verticalisation, il y a aussi Coolvet, une version pour la gestion de vétérinaires, en fait. Vous avez fait des petits, là? Oui. Alors, justement, commençons par la genèse de Triton. Pour parler de la genèse de Triton, il faut donc parler de l'époque où vous étiez chez OpenRP. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quel est le cheminement qui vous a amené à vouloir créer Triton, en fait? Je pense qu'on va d'abord faire une petite précision. En réalité, j'ai démarré le projet avec un autre associé, Bertrand, qui travaille aussi chez Tiny. Et Nicolas a rejoint par après. Donc vraiment la genèse du projet Triton, ce serait plutôt de mon côté. Après, Nicolas a eu un peu la même démarche, mais de manière un peu différente. Donc Tiny, ça s'appelait Tiny à l'époque, la boîte, et qui éditait Tiny ERP, un logiciel de gestion d'entreprise aussi open source. En tant qu'employé dans la structure, qui était une petite structure, je pense qu'on était moins de 10 à l'époque, avec mon collègue Bertrand, on était, après 1 année et demie, 2 ans de travail dans la société et d'expérience, on n'était pas très content en réalité du service aux clients qui était fourni. On était toujours un peu pas à l'aise par rapport aux promesses qui avaient été faites aux clients et par rapport à ce que la solution offrait et ce qu'il fallait développer et réparer en cours de route, etc. Et donc c'était assez frustrant en tant qu'employé de ne pas avoir la possibilité de fournir un travail qu'on considérait valorisant, en fait. Du coup, on s'est dit que on pouvait faire mieux. Et de là
assez rapidement, je pense qu'on s'est décidé, je pense en 2-3 mois, on s'est dit on va se lancer, et donc on a démissionné et puis on a démarré. On n'a pas directement repris le code qui était hébergé sur un Subversion, mais en fait c'était un Subversion qui était privé. Donc en tant qu'employé on y avait accès, mais en n'étant plus employé on n'était plus censé avoir accès. Donc on n'a pas su reprendre l'historique, parce qu'à l'époque le logiciel était juste publié en release, enfin de manière un peu irrégulière. Et donc on est reparti d'une archive, mais on n'a pas intégré tel quel directement dans notre dépôt. On a repris des bouts, bloc par bloc, parfois en réécrivant des parties, et on a reconstruit en fait en piochant dans le code existant. Ce qui nous a permis dès le début aussi de corriger des erreurs qu'on connaissait de l'architecture initiale, d'essayer d'éviter de les reprendre pour notre départ. Avec le temps, on s'est aperçu qu'on avait laissé passer des problèmes à cette époque-là qu'on ne connaissait pas. Et donc voilà. Et de là, on a commencé à reconstruire. Donc ça, c'était vraiment pour le cœur avec le client léger. Donc en fait, la décision de faire votre propre boîte et votre propre ERP, elle n'est pas liée à des problématiques techniques, elle est liée à des problématiques de relations clients, c'est bien ça ? Ou il y en a aussi des problématiques techniques en fait? Quand on était employé, on avait identifié des problèmes techniques qu'on a essayé de faire corriger et de rectifier en interne, mais on n'avait pas la possibilité, enfin on nous a pas donné les moyens de pouvoir le faire. Bon, à l'époque, je sais bien que la société n'avait pas beaucoup de ressources non plus, donc c'était difficile. Il fallait balancer entre le client et ce genre de développement. Bon, après, on connaissait pas tout de la société, on n'était pas dans les secrets du management à l'époque. Nous, on avait l'impression qu'on pouvait faire mieux, mais c'était pas possible de le faire en interne, enfin dans la structure. La structure était plus à courir après des clients, à essayer d'engranger un maximum de clients que de rectifier les problèmes de genèse du projet. En fait. Pour la petite histoire, en fait, quand je suis parti et que j'ai fait engager Cédric à Fabien à l'époque, je suis parti avec quelqu'un que j'ai rencontré chez Tiny, qui s'appelle Gaëtan de Menten. Et on est partis tous les deux avec exactement, ça c'était assez drôle, les mêmes constats et les mêmes envies de changer techniquement les choses et d'avoir une autre relation au code et à la façon de faire les choses de façon générale. Bon, nous ça s'est planté beaucoup plus. Triton a réussi à survivre, nous ça n'a pas du tout marché. Parce que nous, on a réécrit dès le début from scratch, on n'a pas voulu du tout être dans le fork, en fait, on a voulu repartir de zéro, et c'est beaucoup plus difficile. Il y a naissance de Triton. Si je comprends bien ces premières actions, c'est reprendre le code, faire du nettoyage, etc. Vous publiez une première version quand ? Je vais regarder le premier commit qu'on a fait, le 19 décembre 2007, et la première release, on l'a faite le 17 novembre 2008, donc quasiment un an. Je pense que c'est à peu près ce qu'on s'était donné comme objectif, un an pour avoir une solution utilisable, démontrable, et pour commencer à essayer d'attirer des clients. On a eu un client très tôt qui nous a suivis dès le démarrage, ce qui nous a permis de survivre pendant cette année-là. À la première release, assez rapidement, il y a une petite communauté qui s'est créée, principalement des gens qui venaient de TinyERP et qui étaient un peu déçus aussi par la qualité et par la gestion du projet. Je pense qu'on a surtout aussi capitalisé sur le fait que nous, on a directement publié le dépôt, donc notre dépôt était public, ce qui était toujours pas, je pense, le cas de TinyERP à l'époque, de notre première release, qu'on avait une discussion ouverte et qu'on était prêt à discuter avec des contributeurs éventuels, ce qui n'était absolument pas le cas chez Tiny. Il y avait bien un forum, mais en fait c'était plutôt un forum d'utilisateurs qui s'entraidaient, et les employés de la société n'avaient pas d'autorisation d'aller aider sur ce forum. Ça ne passait que par une relation commerciale.
Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez fait le fork? Je m'explique. J'ai participé à un fork, d'un projet, libre et pendant 1 an, c'était la grosse excitation parce que, il y avait des possibilités qui s'ouvraient et tout. Alors dans quel état d'esprit vous étiez, à ce moment-là? Assez enthousiaste. On n'avait pas de passif. On n'a pas à prendre en considération un passé, maintenir une compatibilité avec quelque chose existant, etc. Donc c'est vrai que on pouvait casser tout et décider de changer des grosses choses, de faire des gros changements structurels sans trop de contraintes. Et donc c'est vrai que pendant cette année-là, c'était assez gai de développer et de travailler sur le projet. Mais une fois qu'on a fait une première release, on s'est imposé des règles et du coup ces règles ont un peu cadenassé. Il y a eu plus de challenge d'arriver à faire ce qu'on voulait faire dans les contraintes qu'on s'est données et un petit peu moins de liberté. Mais dans un sens, C'était quoi ces règles? un utilisateur doit pouvoir passer d'une version à l'autre sans avoir besoin de services ou externes. Donc, ce qui permet de ne pas avoir de vendor locking, ce qui est souvent reproché sur certains projets, c'est d'être du coup, à partir du moment où on utilise leur solution libre, on est obligé de passer par leur service pour maintenir, parce qu'il y a aussi personne d'autre ne sait faire. Et c'est ce que fait Odoo pour l'instant. Ça, c'était une première contrainte. Essayer d'avoir une backward compatibility des appels, enfin des API le plus possible, bien que on a décidé à plusieurs reprises de les casser et d'en faire la publicité, enfin d'expliquer et que tout le monde soit au courant. Je voulais vous demander quel était le panorama, en fin 2008, quel était le panorama des ERP, libres et open source? Il y avait quoi? Il y avait Dolibar, il y avait, TinyERP, il y avait quoi d'autre? Dolibar, TinyERP, ERP5. Ouais. C'était un ERP fait en Python, si je me rappelle bien, par un Lillois ou quelque chose comme ça. Les concepts sont un peu intéressants d'ailleurs. Je me rappelle, il y a eu un bouquin sur le design des logiciels et il a un chapitre dessus où il explique ça existe toujours d'ailleurs. Ah bah oui. Ah bah oui, il y a eu un comic il y a 5 jours. Voilà. GnuCache, je sais pas si ça peut compter comme ERP, mais il y a GnuCache qui existe. Le truc en Java là, comme Pierre. Comme Pierre. Ouais, il y avait pas grand chose, quoi. Non. Au final, il y a toujours pas grand chose. Le ERP Next. ERP Next, là, ouais, en effet. Il y a aussi Accelor, ouais, voilà. Il y avait de la place pour un nouvel ERP, libre et open source, quoi. La première concurrence, je pense qu'on a, c'est avec Excel. Ouais. Dans beaucoup d'entreprises, ils travaillent avec Excel et donc il faut remplacer Excel. On remplace souvent Excel. Ou alors après, il y a vraiment les logiciels propriétaires, Navision, SAP. C'est plutôt eux la concurrence que vraiment les autres logiciels open source. Vous publiez la version 1, enfin la première version, vous avez une communauté qui se crée. La question que je me pose, c'est, est-ce que vous avez gardé des contacts à l'époque chez Tiny? Est-ce que vous savez s'ils regardent un peu ce que vous faites? Est-ce que vous regardez ce qu'ils font aussi? Est-ce qu'il y a des échanges un peu dans un sens ou dans les deux? Comment ça se passe? Le début a été un peu chaotique parce qu'on va dire, donc on a eu une première affaire avec Fabien, donc Fabien Packers, le directeur de l'entreprise, qui assez rapidement, quand on a publié du code, etc., nous a accusé de le voler, alors que on était reparti sur la version publique, ce qui était sous licence GPL2, et que de ce point de vue-là, on n'a enfreint rien. Et d'ailleurs, après, donc nous avait accusé de manière publique, on a juste écrit première lettre avec l'aide d'un avocat pour juste lui dire qu'il se calme un peu sur les accusations, et ça n'a jamais été plus loin que voilà. Donc je pense que c'était plus de la crainte d'avoir un concurrent qui débarque qu'autre chose. C'était pour dire bienvenue. Si on veut. Et ensuite, alors par la suite, il y a eu du code qui a été repris. Donc en fait, on a fait je pense principalement une petite librairie qu'on avait développée, qu'on avait appelée VAT Number. Ah ouais. Qui pour valider les numéros de TVA d'un peu partout
de plein de pays, et donc on collectait des formats et on ajoutait des validateurs, etc. Et on a retrouvé notre code repris tel quel, en copier-coller, à l'intérieur des modules d'Odoo. Ce qui nous avait pas trop plu, c'est le manque. Ils n'avaient pas gardé l'attribution de l'auteur, le copyright. Au niveau licence, c'était bon parce que ça restait GPL, si je me rappelle bien. On a dû un peu leur rappeler qu'il fallait mettre. Ils ont mis le nom en commentaire quelque part dans le fichier. Bon, c'est pas tout à fait la bonne pratique, mais bon, on n'a pas été plus loin que leur rappeler ça. Donc, il y a eu ce genre d'échange de code qui est parti de cette direction-là. Ce qu'on a même trouvé un peu regrettable, c'est que donc nous, on a tendance à développer des librairies qu'on a besoin de fonctionnalités générales, mais qui ne sont pas directement liées à Triton ou à l'ERP, de manière à ce qu'elles puissent être utilisables par d'autres, et voir que ils réutilisent pas notre librairie, mais en fait ils la bundle de manière un peu cachée. On trouvait que c'était un peu dommage de ne pas avoir cet esprit où justement on aurait pu contribuer ensemble sur un projet, un bout de code, un bout de projet. Oui, il y a eu par exemple sensiblement la même idée, c'est quand on a fait notre client, parce qu'il y a le client JavaScript, il y a le client GTK, donc desktop. Pour faire des tests, on a fait aussi un client en ligne de commande, enfin plus ou moins. Au final, ce client, ils ont aussi il a aussi eu une existence. Enfin, l'idée a été reprise. Ils auraient évidemment pas pu reprendre exactement la même chose, mais il y a eu de l'inspiration, je pense, des deux projets de l'un à l'autre. On est passé à l'Active Record. Ils ont suivi un an ou deux plus tard. Et nous, on regarde ce qu'ils font et ça nous inspire de temps en temps, évidemment. Ça c'est sûr. Nous, de manière on le dit clairement, claire et publique, il nous arrive de voir des commits passer ou des changements chez Odoo et de se dire tiens, c'est peut-être intéressant, c'est une idée intéressante, et du coup d'ouvrir un bug dans notre bug tracker avec le lien vers le commit en disant tiens, ils font ça comme ça, ça pourrait être applicable pour nous et ça pourrait être intéressant. Dans l'autre sens, il y a, je pense, clairement la volonté de ne pas parler du projet Triton. Du coup, on peut pas vraiment, pas vraiment de preuves, mais il y a parfois des coïncidences, des choses. On découvre que on a une idée, on développe quelque chose, et on retrouve une idée un peu similaire qui est développée quelques mois après. Alors, c'est possible que ça soit des coïncidences ou pas. Donc, c'est difficile à savoir, mais de leur côté, je pense que clairement, le mot d'ordre, c'est d'ignorer, faire comme si le projet Triton n'existait pas. Donc, le projet est en licence GPL, V3+. Quand vous avez récupéré le code au départ, il était en licence quoi? GPL2? Il était déjà en licence? En GPL2. On l'a upgradé à la GPL3. C'était l'époque, la GPL3 venait de sortir. Il y avait toute cette affaire autour de la tivoisation. Ouais, c'est ça. On se dit que c'était probablement une bonne idée d'upgrader. Quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup, j'ai écouté d'autres podcasts que je mettrai en description dans lesquels vous parlez un peu du deuxième sujet qui m'intéresse, qui est la gouvernance que vous avez mis en place. Il y a cette volonté dès le départ de faire en sorte que le code reste libre. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, surtout dans une période un peu troublée comme maintenant où les projets ont tendance à changer de licence pour passer sur des licences plus ou moins libres. Et puis entre-temps, vous avez aussi créé une fondation. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer le cheminement qui en arrive à la gouvernance que vous avez maintenant? Est-ce que c'était ce que vous vouliez faire au départ? Et puis maintenant, en fait, quelle est la gouvernance en fait? Comment le projet il est géré maintenant? Je pense que au démarrage du projet, Bertrand et moi, je pense que nous n'avions absolument aucune idée de comment le projet allait, au niveau communautaire, comment on allait gérer, ou si on avait on n'avait absolument pas de vision. On s'était dit, on ferait un projet open source comme les autres projets open source. Au niveau de la licence, il y a le fait que tout bêtement,
OpenERP ou Odoo, je sais plus, Tiny, je pense, voilà, Tiny a toujours le copyright sur une partie du code et donc, voilà, on peut pas le changer. On voudrait le changer, il faudrait qu'on demande. Je pense pas qu'ils seront d'accord. Mais sinon, notre vision à ce niveau-là, ça a toujours été de attribuer le code aux personnes qui l'ont écrite, dans le sens où au plus de personnes ont le copyright, au plus c'est difficile de ensuite changer. Et donc, ça oblige le code à rester open source. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de CLA, donc Contributor License Agreement. Parce qu'un CLA, au final, ça donne l'autorisation à une boîte de faire ce qu'on veut avec son code. Je sais pas si on en a vraiment discuté, mais c'est quelque chose sur lequel on était d'accord depuis, quasi naturellement. Oui, nous on l'a dès le début, on a distribué, on s'est attribué à chacun le copyright du bout de code qu'on venait d'écrire. Ça sert à rien de faire autrement, et on voit pas d'intérêt à le faire autrement. Qu'est-ce que ça nous apporterait à part des problèmes, des contraintes juridiques il faut un CLA, il faut en avoir un, il faut le faire signer, il faut le conserver, etc. Il faut le faire écrire. Et pour quel intérêt? Si on me demande de signer un CLA, c'est parce qu'on veut changer la licence par après. C'est parce que l'entreprise se garde le droit de faire ce qu'elle veut avec le logiciel auquel une communauté de gens a potentiellement contribué, ce qui est assez sournois finalement quand on y pense. Oui. Et alors, je dois dire aussi, je pense qu'il y a un point qu'on doit rajouter, c'est au début du projet, la communauté s'est principalement construite avec des personnes qui venaient du monde de Tiny et d'Odoo, de Tiny, d'OpenRP et Odoo, qui a eu une forte tendance à changer de licence tous les 3-4 ans. Ils sont passés d'une GPL à, je pense, une AGPL, ouais, et puis une LGPL, et puis maintenant ils ont un mixte avec une partie propriétaire et une partie qui reste LGPL, mais ils se réservent le droit de basculer du code d'un côté à l'autre. Tous ces changements de licence ont quand même créé une crainte chez certains utilisateurs ou participants à cette communauté qui se sont du coup redirigés vers nous. Et du coup, c'était quand même un critère qui était important pour eux. S'assurer que les règles n'allaient pas changer en cours de route. Et que nous, au départ, on disait, l'idée était d'avoir B2CK est une entreprise qui contribue au projet, mais une entreprise comme les autres. De ne pas avoir un avantage ou la possibilité de dire à un moment donné, la communauté était assez grande, maintenant, hop, on ferme, on garde pour nous et on vous fait payer une licence pour la suite. Et donc ça, c'était une crainte que beaucoup avaient, et du coup, notre mode de travail, la manière dont on gérait déjà à ce moment-là, était rassurant, et du coup, on a pu construire cette idée de dire, plus on partage le copyright, plus c'est protégé, plus la licence est figée. C'est un peu ce qui se passe avec le kernel Linux, qui d'ailleurs n'a pas pu passer à une licence à la GPL 3 parce que ils n'arrivent pas à avoir l'accord de l'entièreté des contributeurs, parce que la clause initiale, ils n'avaient pas mis ou plus tard. Ouais, c'est ça. Donc c'est une GPL 2 stricte. Ça nous permet d'embrayer sur la fondation, parce que la fondation vient d'une de ces craintes en réalité. À ce moment-là, j'avais rejoint B2CK et on est allé rencontrer des gens en Espagne qui étaient tous contributeurs, utilisateurs d'OpenERP et contributeurs de certains modules, etc. Une de leurs craintes, c'était en effet que B2CK copie ce qu'avait fait Tiny et prenne le contrôle sur la chose. Et une façon de les rassurer, c'était de créer la fondation. Donc la fondation, c'est un mécanisme juridique en Belgique qui en fait permet de créer une sorte de société qui a un but particulier, qui doit être non commercial, si je me rappelle bien. C'est sécuriser un bien. On a dû donner à la fondation un bien. Oui, voilà.
qui est en fait le nom Triton, simplement qu'on a. Et la fondation a comme objet de protéger. Donc on a défini des règles, mais ce sont des règles qui sont immuables. Donc on peut plus modifier l'objet de la fondation. Et ça, c'est une garantie qui va au-delà de simplement on s'engage. C'est en fait l'État nous oblige à respecter cette obligation-là. Si d'aventure le conseil d'administration de la fondation ne respecte pas les règles par exemple fermant le code source, etc., n'importe qui pourrait attaquer ce conseil d'administration devant les tribunaux belges en l'occurrence pour faire respecter le caractère open source. Et donc là, vous décidez de créer la fondation. Là, on est en quelle année ? En 2012. Ouais, en novembre 2012. On peut voir ça comme une façon de rassurer les gens, parce que au final, pour nous, on voyait pas le problème. Donc, on avait sécurisé en quelque sorte le code source, mais l'autre risque, c'était le nom, la marque Triton et le nom de domaine. C'était la propriété de B2CK, on l'avait acheté avec B2CK parce qu'il fallait sortir les fonds à un moment donné. Et du coup, un des risques, c'est qu'on prenne contrôle du nom de domaine et qu'on le fasse pointer vers quelque chose d'autre, et que du coup, tout le travail de construction de la marque soit volé en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment une manière de protéger juste le projet. On a cherché la bonne forme juridique. C'est quelque chose de pas évident parce que les juristes ne font pas ça souvent et donc ils comprennent pas toujours la demande, la difficulté. Mais aussi, ce qui est souvent fait, c'est des organisations type ASBL, etc. Mais ça ne protège pas de la même manière. Il y a quand même toujours moyen de prendre contrôle de l'ASBL et puis de changer son objet social. Et donc, voilà, ça a pris un peu de temps de rechercher, écrire des statuts qui nous conviennent et qui protègent le projet aussi, de trouver un mécanisme qui permet un bon équilibre entre ceux qui vont avoir la responsabilité de la fondation et le reste de la communauté qui doit avoir une espèce d'équilibre de pouvoir. Voilà, donc ça a été des choses à inventer et à imaginer. Dans notre formation, on a comme ça le principe de supporteur, parce qu'une fondation ne peut pas avoir de membres. Donc, le terme membre ne pouvait pas apparaître dans les statuts, donc on a utilisé le terme de supporteur, et les gens deviennent des supporters de Triton, et ils constituent une assemblée des supporters, et l'assemblée des supporters peut, à une majorité de 2/3 ou 50%, je ne sais plus, de toute façon, ça n'arrive jamais, décider de changer complètement le board de la fondation, qui lui est élu pour 5 ans. Ce board, il est composé de qui ? À la création, on était 3 fondateurs, donc les 3 propriétaires de B2CK. On est fondateurs parce que c'est nous qui apportons le bien. Donc on a une qualité juridique spéciale. On a choisi 4 autres membres. Donc on s'est mis tous les 3 en tant que membres fondateurs dans le conseil d'administration et on a inclus 4 autres membres. Alors on a essayé d'avoir une diversité géographique. Il y avait Udo d'Allemagne, Albert d'Espagne, Sharon d'Inde. Ouais. Et le 4e, Sébastien. Ah bah si, voilà, Sébastien, donc d'Argentine. Donc on a essayé d'avoir donc une diversité géographique, aussi de pays évidemment, de langues, de culture aussi, d'essayer de représenter la diversité qu'il y a dans la communauté dans le board. Ensuite, le board se renouvelle tous les 5 ans par cooptation. On lance un appel à candidats, en fait, personnes qui se présentent. C'est comme ça que le board a décidé de fonctionner, parce que ça, c'est pas vraiment dans les statuts. De voir donc des candidats et le board précédent choisit les membres suivants. Ça peut être les mêmes. Donc, il n'y a pas de limite sur le nombre de mandats qu'une personne peut faire.
il est déjà assez difficile de trouver des gens. Si on les limite, on risque de... Donc il y a une fondation avec des membres qui sont représentatifs de la communauté. Il y a la communauté. Donc je suppose que dans cette communauté, il y a des utilisateurs et il y a aussi potentiellement des sociétés de services, des gens qui, enfin, quelle est la diversité de la communauté autour de Triton? Si tu parles juste des supporters, là, donc être supporter, c'est juste demander. Il faut juste demander. Donc il y a un peu tout. Donc il y a des utilisateurs, il y a des développeurs, il y a des sociétés de services qui fournissent du service sur Triton. Donc on a vraiment tout type d'entités. Après, si on peut parler de la communauté plus générale, plus large, la partie vraiment vivante qui participe, etc., c'est principalement quand même des développeurs qui sont souvent des développeurs qui sont dans une société qui fournit du service sur Triton. La communauté se rassemble essentiellement autour du forum et on voit qu'il y a quand même, on a une bonne petite partie de développeurs allemands, de pas mal d'hispanophones aussi qui font du GNU Else ou du Triton. Oui, au final, on n'a pas une très claire vision de qui utilise Triton, de qui. Sur le forum, on a des pseudos, mais on ne sait pas toujours qui est derrière. On a des événements en live, et donc on peut mettre des noms, enfin des visages sur des pseudos, mais c'est toujours qu'une partie. Donc, en fait, on est assez dans le flou pour savoir qui utilise Triton et qui est vraiment dans la communauté. Vous avez des clients que vous avez le droit de citer, juste pour donner un exemple de qui peut utiliser Triton, par exemple? J'ai cité Copengo, oui, mais ce sont des gens qui font donc la verticalisation dont je parlais, Triton pour les assurances. C'est un de nos principaux clients. Je pense qu'on peut parler de Jurassic Fruits. On a Jurassic Fruits, c'est un site. Oui, c'est un site de vente de fruits en ligne. On a quelques PME. Ah oui, clients prestigieux, salut. Ouais, c'est les leaders des boules de billard. Donc, je crois qu'ils font 80% des boules de billard du monde, je pense. Donc, et ils l'utilisent pour presque. Ils sont en train de passer à presque tout leur processus. Oui, ils ont commencé par la gestion d'entrepôt et puis progressivement ils rajoutent des fonctionnalités, les achats, les ventes. Ils complètent. Ils remplacent un ERP fait maison historique par Triton. On sait que dans les gens qui contribuent à Triton, il y a une société qui fait je ne sais plus combien de pourcents des fraises qui sont faites en Espagne, Grufeza. Donc à mon avis, c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais il y en a certains qui ont une bonne part de marché dans leur secteur. Et ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas une entreprise faîtière qui dirige le marketing, qui dirige le logiciel, au final on sait pas ce qui se passe. Enfin si, on le sait évidemment parce que comme on est quand même des gens qui contribuent beaucoup, les gens nous parlent, mais au final il y a quand même des gens qui l'utilisent sans jamais rien nous dire. Ouais. Et B2CK, si on revient sur B2CK, on a principalement comme clients d'autres sociétés d'IT qui ont des clients. Donc on est souvent plutôt en deuxième niveau. On a certains clients en premier niveau direct, mais on a principalement des clients en deuxième niveau. Donc du coup, on peut un peu deviner les clients qu'il y a derrière. Oui. Et il y a aussi un point en plus. Je pense qu'il y a aussi une partie de rebranding. Donc il y a des sociétés de services qui vont installer Triton, mais sans dire que c'est Triton. Peut-être juste rebrandant juste le logo ou en faisant un logo à leur sauce et en mettant un petit thème sur le client et hop, ils en font leur solution, quoi. Dans un sens, ça nous va. Enfin, ils ont tout à fait le droit de le faire. C'est un peu regrettable pour la notoriété du projet, mais... Vous avez parlé d'un forum. Quels sont les outils qui sont utilisés pour collaborer, en fait? Alors, le forum, c'est Discourse. De plus en plus de logiciels libres sont en train d'y passer. Donc, on a un forum IRC qui est plutôt calme.
parce que sur Discours c'est quand même beaucoup plus agréable et plus asynchrone, donc ça permet beaucoup plus. Enfin, il y avait des mailing lists, mais on les a tués pour Discours. on n'a pas voulu multiplier les canaux pour disperser, sinon chacun reste dans son silo, dans son canal préféré. Donc on a vraiment tout recentralisé sur Discours. Et puis ça fait barbu, les mailing lists. IRC aussi. Et d'ailleurs, maintenant que Discours on a activé aussi les chats sur Discours, c'est vrai qu'il y a un côté un peu redondant. L'intérêt de l'IRC était pour les petits messages rapides, quelqu'un qui a un petit problème, paf, il peut poser sa question et avoir une réponse rapidement. En fait, le chat de Discours pourrait remplacer l'IRC dans un sens. Et pour les forges? On a notre dépôt sur Mercurial depuis le début. Et c'était self-hosté. Donc, Ouais, on l'a hosté sur nos serveurs avec juste le service web Mercurial de base qu'il y a dans Mercurial. Et on utilisait Rietveld donc comme outil de code review. C'était l'outil que Guido van Rossem, donc l'inventeur de Python, avait écrit quand il travaillait chez Google pour le review du projet Python, que le projet Python a arrêté d'utiliser depuis quelques années. Et donc le projet n'est plus trop maintenu. Je pense qu'on devait être le dernier encore à l'utiliser. Du coup, ça nous a poussé à chercher une solution alternative. Et là, depuis un an, on est passé sur une forge qui s'appelle Heptapod, qui est en fait un fork de GitLab avec le support Mercurial. Et c'est un fork qui se veut friendly, donc en fait, ils viennent juste rajouter les composants pour supporter Mercurial à la place de Git. Et on est hosté sur leur plateforme. Ils ont une plateforme donc c'est Heptapod.net. Ouais. Et donc là, on a notre projet Triton qu'on a migré maintenant en un monorepo. Donc avant, on avait un dépôt par projet et module. Pour la migration, enfin pour le passage à la forge, on a fait un monorepo. Les modifications qu'on fait ont assez souvent des implications dans plusieurs modules, voire même dans tous les modules. C'est beaucoup plus pratique d'avoir du coup une seule merge request globale qui contient tout l'historique du changement que d'avoir plein de petits dépôts avec des merge requests qui doivent être faites en même temps ou des choses. Et en plus, ça permet aussi d'avoir une CI qui est beaucoup plus stable puisqu'on teste toujours tout cohérent, une version, enfin un snapshot de l'ensemble du logiciel. C'est la fondation qui a sponsorisé le switch. Où est-ce qu'il en est le projet aujourd'hui et quels sont les points forts de Triton en fait? Pourquoi Triton est bien adapté aujourd'hui maintenant? Moi, je dirais la modularité. On a vraiment poussé le concept vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que on peut, via l'ajout d'un module, modifier quasiment n'importe quel comportement du logiciel. Donc on peut modifier les flux standards qu'on implémente, qui sont des flux généralement classiques, mais chaque entreprise a sa petite spécificité, etc. Donc on peut aller se plugger n'importe où dans le code pour altérer le comportement et adapter aux besoins. Et donc de pouvoir vraiment s'adapter à des flux de travail très spécifiques. Par contre, par rapport où en est le projet en général, là, on est en vitesse de croisière, moi je dirais. Oui, c'est ça, on a une vitesse de croisière. Nous, B2CK, on connaît pas mal d'entreprises qui utilisent Triton depuis 10, 15 ans et qui fonctionnent. Alors, on ne connaît pas l'explosion exponentielle que connaît par exemple Odoo, ça c'est sûr, on ne va pas le nier. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement, donc ça m'inquiète absolument pas. Oui, on pourrait probablement avoir plus de développeurs, mais ça ne vient pas non plus sans d'autres contraintes et sans parfois une certaine friction ou des choses ainsi. Donc, il est assez facile d'avoir des gens qui veulent contribuer, d'ajouter des modules, de faire un module pour leurs besoins, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'avoir des contributeurs qui vont faire vraiment le travail de maintenance du projet, maintenir les dépendances à jour, faire évoluer sur les nouvelles versions, corriger des bugs un peu compliqués dans le cœur, etc. Ou même juste optimiser. Vraiment tout ce qui est travail d'optimisation, d'amélioration, vraiment dans le cœur du moteur.
On a B2CK qui travaille et on a quelques contributeurs qui le font, mais voilà, c'est pas énorme et c'est difficile de trouver parce que c'est pas évident en fait. Faut avoir beaucoup d'expérience, connaître bien l'intégralité du code parce que quand on touche au cœur, ça a des impacts, ça peut avoir des impacts partout. C'est pas évident. Mais il y a beaucoup de développement qui est fait, mais en dehors vraiment de Triton. Il y a des dépôts un peu partout qui existent, de projets personnels ou de sociétés qui implémentent des modules spécifiques aux besoins qu'ils ont rencontrés, etc. Et donc il y a toute une partie de modules qui existent dans la nature. D'ailleurs, il y a un projet d'essayer de mettre en place faire une cartographie, un répertoire d'un peu tous ces modules externes pour donner un peu de visibilité. Dernier point que je voulais aborder, qui était le futur, en fait. Quels sont les gros sujets que vous estimez être importants pour l'avenir ? Au niveau de la communauté, il y a cette cartographie des modules tiers. On se demande aussi s'il faudrait pas, mais ça c'est une grosse entre guillemets polémique dans la communauté de savoir si les modules doivent être hébergés ou pas par le projet lui-même ou par des externes. Nous naïvement on pensait que ça se ferait tout seul, mais ça n'a pas l'air force est de constater que ça s'est pas fait. Il n'y a pas non plus de cartographie qui s'est faite toute seule, un peu à la Django package. Les Django packages, par exemple, c'est vraiment bien. Ça montre tous les packages. Les gens peuvent mettre des commentaires, etc. Mais c'est pas le projet Django qui a décidé de le faire. C'est d'autres gens qui l'ont fait et puis ils se sont dit c'est cool, on le reprend. Django le reconnaît, quoi. Ouais. Il y a ça au niveau de la communauté. Je pense que ça va être, ça va prendre encore du temps pour que ça arrive, puisque ça traîne depuis des années. Mais je pense que s'il y a une volonté plus forte maintenant que ça arrive, donc je pense que ça arrivera. Et puis il y a des défis techniques qui sont des mises à jour. Il faudrait qu'on mette à jour le client, par exemple, à GTK 4. J'en parle quasi tous les ans. On pourrait réécrire le JavaScript qu'on utilise. C'est un JavaScript qui est daté. On pourrait le réorganiser autrement. On pourrait le moderniser. Ça pourrait simplifier la vie à plein de gens. On a l'idée d'implémenter une API REST avec une architecture particulière, mais pour permettre de développer plus facilement des sites connexes et de communiquer juste avec une API REST. Pour l'instant, la manière dont on développe ce genre de site est fort couplée avec le Triton. Et donc, je pense que ce serait bien de pouvoir le découpler un peu plus avec une API entre. Ça, c'est un des projets. On dit souvent qu'on n'a pas de roadmap. Les gens nous demandent parfois est-ce qu'il y a une roadmap? Quand est-ce que ce module-là va être disponible? En fait, ça n'existe pas. C'est la communauté qui le fait, et alors la communauté le fait soit en le développant elle-même, soit en payant une des boîtes dans la communauté pour le faire, quoi. Les développements sont drivés par le besoin, en fait. Je viens de penser à un autre projet qui est aussi en cours, qui est la réécriture de la documentation. En fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a structuré la manière dont on voulait documenter chaque module avec un squelette prédéfini qu'on doit appliquer à tous les modules. On a déjà réécrit la documentation pour les modules principaux. Je pense qu'on en a réécrit 50. La difficulté, c'est qu'il faut connaître, pouvoir écrire la doc. Et une fois qu'on connaît, c'est pas très intéressant d'écrire la doc. On arrive sur la fin de l'interview. J'avais, en guise de conclusion, j'avais des questions à vous poser. Première question, c'est qu'est-ce que vous diriez pour parler de Triton à des gens qui n'ont pas de RP? J'imagine que s'ils n'ont pas de RP, ils travaillent avec Excel. Ça permet de pas avoir des milliers de feuilles Excel à mettre à jour et à dupliquer, à copier-coller à gauche à droite et reporter des infos. Ça cadre les processus aussi. Il y aura moins de déviations par rapport à la norme et ça va permettre de mieux optimiser, quoi. Standardiser les processus et aussi la communication à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir communiquer tout le monde avec la même info. L'information sera plus partagée, plus diffusée. Et en fonction aussi de la taille de l'entreprise, ça peut définir mieux les tâches de chacun. Deuxième question. Qu'est-ce que vous diriez pour présenter Triton à des personnes qui, comme moi, ont déployé d'autres ERP, libres ou pas libres?
qu'avec Triton, la configuration, la personnalisation est très poussée et qu'on peut répondre aux besoins du client, de l'utilisateur, quasiment dans tous les cas, et que la base sur laquelle va être reposée l'installation, donc la base sur laquelle on va construire, est saine et a un design cohérent et stable aussi. Mais on a basé beaucoup de notre design au début sur un bouquin de design de RP en fait. Data Model Resource. Voilà. L'architecte, ce sur quoi on va vous allez construire, c'est des bases stables et robustes. Et aussi que les migrations sont incluses. Ça introduit ma dernière question qui est comment est-ce que vous présenterez Triton à des libristes qui travaillent déjà sur des ERP libres comme Dolibar ou Odoo? Les migrations sont incluses pour Odoo. Pour Dolibar aussi. Hein. Dolibar, c'est pas inclus. Ah si, c'est dedans. Ah, si, je peux dire que c'est dans les migrations. Voilà. Odoo, par exemple, ça l'est pas. Alors, à part la migration. Triton est vraiment orienté objet. On travaille sur des objets qu'on fait évoluer, sur lesquels il y a des flux, des connexions, etc. En fait, c'est assez agréable parce qu'on écrit on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de code, pour répondre aux besoins. Le code est assez clair et assez lisible, assez vite compréhensible. Pour Odoo, je rajouterais aussi, par exemple, que on ne fait pas des calculs avec des floats, tout bêtement. Ouais. C'est un peu mauvaise langue, mais bon, voilà, hein, quand on fait de la comptabilité avec des floats, c'est pas terrible. C'est la private joke pour finir. On arrive à la fin. Est-ce que je vous fais une petite tribune libre si vous avez un message à passer? Zut, je m'étais dit, c'est le moment que je préfère. Il pense à un truc cool et j'ai oublié. Mercurial, c'est cool. C'est mieux que Git. Oui, voilà. Mercurial. Vous êtes un des derniers que je connais qui utilise Mercurial, si ce n'est les derniers. Ah bon? En fait, Mercurial est utilisé par Google, Facebook, Nokia. C'est probablement un des systèmes de version de source qui a probablement la plus grosse base, qui gère les plus grosses bases de code, en fait. Oui, ça, je m'aventurerai pas jusqu'à dire ça. Alors, chez Google, je crois qu'ils réécrivent des bouts, etc. Mais c'est des boîtes qui ont des monorepos qui sont énormes, quoi. Bon, c'est en tout cas la première fois qu'on parle sur projet libre de Mercurial. On peut expliquer pourquoi. Ouais. Ce qui est vraiment bien avec Mercurial, c'est la ligne de commande. Les options sont cohérentes, le fonctionnement est cohérent à l'intérieur de tout le projet, et il n'y a pas d'étonnement, quoi. Et en plus, c'est extrêmement difficile de casser son repo. Il y a des sécurités partout. Mercurial empêche de faire des bêtises. Alors, j'utilise plus très souvent Git, mais chaque fois que j'utilise, régulièrement, je me trouve à casser mon repo et à devoir recloner parce que je suis perdu où j'ai perdu de développement. Voilà. Mercurial, à ce côté, ils ont fait une ligne de commande qui est vraiment ultra clean et qui fait ce qu'il faut, alors que Git, c'est un vrai bordel. Alors, ça fait énormément de choses, c'est super bien, c'est super rapide, c'est ultra performant, mais c'est un bordel sans fin. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour échanger 15 ans après sur Triton pour voir un petit peu les solutions très intéressantes que vous avez mis en place et assez originales finalement comme l'histoire de la fondation. Ça, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir échanger là-dessus. J'invite tout le monde à aller voir Triton. Je mettrai les liens bien sûr en description. Comme d'habitude, aux auditeurs et aux éditrices, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à commenter. Le meilleur moyen de commenter, c'est sur Mastodon ou aussi sur LinkedIn. Les deux, je réponds. Voilà, c'est les deux manières les plus simples. À bientôt. J'espère vous reparler dans quelques temps et portez-vous bien. Et puis à une prochaine. Voilà. Merci, salut. À bientôt.